Pour découvrir les îlets de la Martinique, quel meilleur poste d'observation que celui du cockpit d'un avion? Le scientifique et passionné Jean-Valéry Marc a survolé pendant 1 heure une grande partie des zones riches en îlets. Les 3/4 des 48 îlets se situent sur les communes du Robert, du François et de Sainte-Anne tout particulièrement. Attachez vos ceintures. Alors, les îlets ont une origine volcanique. Ce sont les vestiges, des témoins qui montrent bien que la Martinique s'est formée en plusieurs grandes étapes. Il y a eu plusieurs épisodes volcaniques importants. Et finalement, les îlets sont la preuve de tout ça. Oui, bravo. Mais on a 2 îlets qui ne résultent pas d'une activité volcanique. Il s'agit de l'îlet du Céron et de l'îlet Loup-Garou que nous avons là sous nos yeux. Alors, le Loup-Garou est un exemple grandeur nature de ce qu'ont pu être les plages il y a ça plusieurs milliers d'années. Pendant une bonne partie de l'année, il est interdit d'accoster sur cet îlet pour préserver ce milieu naturel. Alors les îlets, de manière générale en Martinique, sont soumis à d'importantes contraintes climatiques. Ce sont des îlets qui sont constamment soumis aux assauts de la houle et sur lesquels il y a une très forte érosion. Deuxièmement, ce sont des espaces qui reçoivent une très faible pluviométrie. La végétation a souvent donc du mal à s'y maintenir. Et quand on y ajoute les pressions anthropiques, on se rend compte que ces espaces en fait sont déjà fragiles et sont fragilisés. Les îlets sont habités souvent donc de manière temporaire, parfois de manière permanente. Ceux qui ne sont pas habités, ce sont donc l'îlet Boisseau, l'îlet Petit Piton, l'îlet Petit Vincent, l'îlet Loup-Garou. Je prends l'exemple de l'îlet Chancel, qui est le plus grand îlet de la Martinique. On a des iguanes endémiques de la Martinique qui évoluent tranquillement, notamment dans des espaces protégés mis en place par l'ONF. Et finalement, j'allais dire un peu l'îlet que je préfère parce que finalement, on a tout ce qu'il faut. On a de l'histoire, on a de l'écologie, on a de la randonnée et puis on a des espaces pour se reposer. Très bien. Les principaux enjeux sont avant tout écologiques. Les îlets sont de précieux apports pour le reste du territoire, aussi bien sur le plan de la biodiversité que sur celui finalement du paysage. Et il serait vraiment dommage que tous les îlets soient dans un stade de dégradation très avancé. Aujourd'hui, les principales menaces sont celles opérées par les activités humaines. La beauté et l'isolement de ces îlets ont poussé certains à y construire des habitations principales ou secondaires sans rendre de compte à quiconque. Après avoir vécu sereinement pendant de nombreuses années à cause du laxisme de l'administration, ces occupants ou leurs descendants ont dû prouver qu'ils étaient propriétaires des lieux. Avec la loi sur le littoral qui avait pour ambition l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques, l'État a souhaité faire respecter sa propriété et la réglementation. Maître Marceline a été le témoin privilégié de cette période. Elle a traité toutes les affaires qui opposaient l'État aux occupants des îlets. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la volonté de l'État de faire respecter ce côté patrimonial dans l'intérêt public de cette frange littorale et des îlets. C'était ça la préoccupation. C'est de faire en sorte que ce ne soit pas un objet d'appropriation privée, de spéculation privée, puisqu'on sait bien le prix du littoral, le prix des îlets. Et il était fondamental de faire en sorte que la propriété publique soit préservée. En 1955 puis en 1996, les occupants qui le désiraient ont donc fait la démarche d'apporter leurs titres de propriété pour les faire valider par la commission de vérification des titres. Il y a eu une série de procédures concernant à la fois le littoral, mais aussi les îlets, où la propriété était revendiquée par des particuliers. Et à ce propos, il y a eu un contentieux qui a donc été devant la commission de vérification des titres, la Cour d'appel, la Cour de cassation, et qui a abouti dans la plupart des cas à ce que la propriété publique
soit reconnu et donc que l'État soit reconnu propriétaire de ces îlets, en tous les cas sur la frange des 50 pas géométriques. Au final, seules 2 familles ont eu gain de cause. La famille Bali, désormais propriétaire de l'îlet Chancel, et la famille Hannibal, propriétaire de l'îlet à eau. Compte tenu de l'ancienneté de ces occupations et parfois de leur valeur patrimoniale, à ce jour aucune procédure n'a débouché sur des expulsions ou encore des destructions d'habitats, comme cela a été le cas sur le littoral de la Martinique. Les îlets font l'objet de conventions, de concessions. Donc ils sont en cours, certaines ne sont pas encore signées. Donc il n'y a pas d'expulsion et de démolition. L'ONF, qui gère 34 des 48 îlets, a proposé aux occupants désormais sans titre de propriété une concession temporaire de 9 ans renouvelable. Ils devront payer près de 9 € le mètre carré pour le bâtiment et un peu plus de 2 € le terrain nu pour continuer à profiter de leur construction. Ce réveil de l'État a créé certaines tensions entre les occupants ou utilisateurs de ces îlets, atteignant son paroxysme sur l'îlet Oscar, où plusieurs cas de figure illustrent la problématique des îlets. À qui appartiennent les îlets? Que peut-on y faire et de quels moyens dispose l'État pour faire respecter sa propriété? 2 poids, 2 mesures. C'est ainsi qu'à l'îlet Oscar, vous avez M. Mongin qui a fait cette structure là où nous sommes, qui est persécuté, pendant qu'à côté, M. Delucy, avec une sculpture relativement pareille, au contraire, est protégé. Dans un cas, vous avez une occupation sans demande de validation de titre, vous avez une occupation illicite. Cette occupation illicite a déjà été sanctionnée sur le plan civil par des décisions qui ont ordonné l'expulsion. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a fait une procédure pour faire reconnaître des droits sur cet îlet. Sur l'ensemble de la superficie. Il n'est pas du tout question de considérer qu'il y a d'un côté qu'il y aurait eu un traitement qui serait défavorable à l'une des parties et qui serait particulièrement généreux à l'autre partie. Dans les 2 cas, c'est la même problématique, faire respecter la propriété publique. Un an de prison ferme. S'agissant de M. Mongin, ce n'est pas parce qu'il n'est pas reconnu propriétaire qu'il n'est pas possible de passer des conventions sous certaines conditions pour voir comment il pourrait exercer une activité. Ce n'est pas du tout une volonté de dire qu'il faut qu'il disparaisse. Simplement, il ne peut pas faire comme si c'était lui qui était propriétaire. Tout récemment, M. Mongin a été condamné à 1 an de prison et à 45 000 € d'amende, tandis que M. Delucy a une fois de plus perdu en cassation face à l'État, qui ne lui reconnaît pas la propriété de l'îlet Oscar. Au-delà de ces cas particuliers se pose également la question de la destination finale de ces biens récupérés par l'État. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément une bonne chose de détruire une construction qui représente un intérêt patrimonial au niveau de l'architecture. Il faut lui donner un usage public, mais ce n'est pas forcément une destruction. Récupérer un bien, ce n'est pas faire en sorte qu'il y ait table rase. Je ne crois pas que ce soit ça l'intérêt des Martiniquais. Je pense que l'État aura des projets différents. Et à un moment donné, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus d'occupation privée. Sur un temps à déterminer, mais c'est clair que c'est à ça qu'on va aboutir. La préoccupation de l'État et de ses services reste la protection et l'exploitation raisonnée des richesses des îlets. Ainsi, à Sainte-Marie, sur l'îlet éponyme, les forestiers de l'Office national des forêts mettent en place un projet d'aménagement ambitieux pour la sauvegarde de l'îlet, mais pas seulement. En effet, celui-ci accueille chaque année des sternes de Dougal, une espèce d'oiseau protégé qui viennent nidifier au sommet. Actuellement, nous avons commencé à réaliser des aménagements qui facilitent l'accès au mamelon, donc aux 2 sommets de l'îlet, notamment la Croix des Marins. Et nous allons engager prochainement la fin des études qui vont nous permettre de réaliser des plattelages. Donc ces chemins de bois d'1 mètre, 1,20 mètre de large vont dérouler depuis l'arrivée sur l'îlet, venant de Sainte-Marie, vont nous permettre d'accéder sur ce secteur. Et dans la zone où nous sommes actuellement, on réalisera un ponton qui va partir en mer d'une 30aine de mètres, de façon à ce que les marins-pêcheurs professionnels puissent aborder sur ce ponton avec leur yole. Cet équipement est plutôt bien accueilli par les marins-pêcheurs locaux qui y voient un outil de développement pour leur activité. Il peut être un avantage et puis ce qu'ils vont
emmener, l'ONF va emmener pour nous, ça va nous aider encore plus dans notre travail. Et puis pour le devenir du tourisme à Sainte-Marie et puis élargir Sainte-Marie. À l'instar de leurs collègues du François, Robert et Sainte-Anne, ces pêcheurs vont pouvoir faire visiter plus facilement les îlets et autres curiosités du coin. Aujourd'hui, les professionnels de la pêche peuvent consacrer 3 jours à l'activité touristique. C'est une opportunité pour eux de compléter leurs revenus malmenés par la raréfaction de la ressource. Les travaux devraient se terminer en 2012 et coûteront 470 000 € partagés entre l'État, la région, le département et l'ONF. L'îlet Sainte-Marie est un bon exemple pour illustrer les conséquences de l'activité humaine. La végétation y est désormais rare. Pour y remédier, les agents de l'ONF ont installé des planches appelées fascines sur le flanc de l'îlet pour aider la nature. Voilà le résultat. Enfin, pour l'ensemble des îlets gérés par l'ONF, les agents disposent de toute une série d'outils de protection adaptés à l'intérêt spécifique des sites. Il y a plusieurs types de protection. Il y a des îlets qui, suite à leur spécificité écologique, leur intérêt, leur grande valeur patrimoniale, ne seront pas accessibles au public et bénéficieront en plus d'un statut de réserve biologique qui servira de laboratoire pour les scientifiques, pour l'étude, le suivi de la colonisation végétale, etc. Par contre, la majorité des îlets sont accessibles au public. Mais on met en place, pour éviter des perturbations trop importantes sur les îlets, à la fois des mesures d'accueil du public, mais aussi de protection du milieu naturel. De son côté, l'association écologiste Assopamar voudrait renforcer les mesures de protection existantes sans pour autant empêcher la fréquentation. Nous estimons que les îlets doivent bénéficier d'une protection particulière. Qu'il y a déjà sur ces îlets ce que l'on appelle des arrêtés de biotope qui donnent une certaine protection. Qu'il faudrait revisiter ces arrêtés de biotope de façon à les rendre plus efficaces concernant la fréquentation. Eh bien, il faudrait accompagner cette fréquentation-là d'un cahier des charges, mais que nous ne pensions pas qu'il fallait mettre sous cloche les îlets et interdire complètement la fréquentation. À l'heure où l'on cherche à se différencier des autres destinations touristiques voisines, où l'action de l'homme n'est pas encore irréversible, il semble urgent de définir quel type d'avenir nous voulons pour ces îlets. Protection absolue, mélange d'activités touristiques et scientifiques, ou protection à la carte des îlets ?